Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui c'est le numéro 169 et on va vous parler du 11e Grand Prix de la saison qui s'est déroulé sur le magnifique circuit de Spielberg en Autriche. Alors oui, on sait, il y a eu Silverstone avant, mais c'était les vacances et on était tous en vadrouille. Après tout, on a aussi droit à une trêve estivale. Trêve de bavardage d'ailleurs, j'accueille sans plus attendre les deux éminents spécialistes de la discussion de garage qui vont participer à ce numéro. Et tout d'abord, notre reine des paddocks, Groupie de Vietti. Salut Ophélie. Salut, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va. Tu vois, je suis un tel retour de trêve estivale que je bafouille comme un débile. Surtout quand tu parles de Vietti alors qu'il a gagné ce week-end, c'est pas sympa. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis avec nous également, car on s'amuse toujours plus à trois, François est aussi avec nous. Salut François. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Et alors toi du coup t'étais à Silverstone, t'étais sur place pour faire des photos si je ne m'abuse. Ouais. Juste avant qu'on commence l'épisode, tu veux nous en dire deux mots, comment c'était ? Ouais, j'étais à Silverstone, j'étais en commissaire très exactement, donc à l'extérieur du virage 2. C'était comme d'habitude, absolument génial. L'accueil est vraiment top là-bas. On a eu droit à une petite visite privée du garage de Johann Zarco, qui nous a donné des petits détails sur les motos, des petites comparaisons entre la Honda et la Ducati. C'était vraiment passionnant, donc franchement c'était cool. Ah bah super. Du coup, sans plus attendre, on va passer aux news et on a évidemment un énorme point mercato pour ces news, vous en doutez. Je vais commencer, si vous le permettez, par la Moto 3 avec beaucoup de mouvements. Beaucoup de pilotes à venir du Junior GP, dont potentiellement un Français avec le changement de règlement. C'est Ophélie, tu voulais peut-être en dire deux mots de ce... Il y a pas grand chose à dire, c'est juste que en effet le règlement change au Junior GP, c'est plus le premier, celui qui gagne la compétition qui passe directement en Moto 3, c'est les trois premiers. Donc la question qui se posait un peu de l'avenir des Français en moto pourrait être un peu résolue si il se maintient comme il est là en ce moment au championnat et qu'il monte dans les catégories, ça peut laisser prédire de bonnes choses. Ouais. À suivre donc. En Moto 2, on aura Munoz du coup chez Intact GP l'année prochaine. Sergio Garcia, qui est aujourd'hui leader du championnat du monde, restera dans l'équipe MT Helmets MSI. Il sera rejoint par Ivan Ortola, son compatriote, qui est actuellement deuxième en Moto 3. Ortola est déjà présent dans la même team, mais la team du coup dans la catégorie inférieure. Colin Veger, du coup, lui a signé avec Red Bull KTM Ajo. Il remplacera Vietti, alors que Denis Onjou, mon chouchou, devrait garder sa place dans l'équipe, on l'espère. J'enchaîne un peu, si vous voulez ajouter quelque chose, vous me coupez évidemment. Vietti, lui, il est attendu chez Speed Up, même si rien n'a encore été annoncé. Le team italien a besoin d'un pilote pour remplacer Aldeguer, qui lui est promu en MotoGP avec Gresini Racing. Alonso Lopez, lui, devrait être prolongé sur la Bosco Scuro. Canet, lui, est prolongé chez Fantich. L'équipe OnlyFans American Racing Teams semble partie pour conserver le même duo avec Ramirez, qui est confirmé, et Roberts devrait rester après que les portes du MotoGP soient refermées avec la signature d'Ogura chez Trackhouse Racing. On va prendre l'accent. Ouais, d'ailleurs, OnlyFans qui a lâché un petit pic sur les Américains, qu'on dit nous au moins on soutient les teams américains. Coucou à Yogura. Voilà. Ouais, et ils se prennent pour LCR ou quoi? Pardon. Dixon, lui, vient d'être officialisé au VDS Racing Team. Salach, lui, il devrait quitter l'équipe, tout comme Arbolino. Arbolino, d'ailleurs, qui est en lice pour rejoindre la VR46, qui pourrait bien d'ailleurs changer de nom l'année prochaine. Et puis, il se murmure que la VR46 ne collaborera plus avec le team, qui deviendrait Yamaha plus Pramac. Lynn Jarvis avait annoncé un projet Moto 2 entre les deux entités. Sasaki, il a déjà un contrat avec Yamaha et Arbolino serait le second pilote avec peut-être évidemment un œil sur le MotoGP. Voilà, ça fait beaucoup d'infos. Et puis on va enchaîner avec, pour le MotoGP, DJ Antonio signe pour 2 années supplémentaires à la VR46 sur une GB25, l'une des 3 seules motos officielles Ducati de l'année.
et Morbidelli sur une GP24. Mir, il va rester au HRC, j'allais dire, il est condamné à rester au HRC pour 2 années supplémentaires. Mais c'est comme Ducati qui est condamné à garder Morbidelli. Hein. Exactement. Ouais, on va en parler tout à l'heure, mais il est en train de revenir, je pense. Ouais, mais Mir, c'est encore pire. Mir, c'est encore pire. Le gars, il a tapé à toutes les portes, il trouve 0 guidon, il est obligé de rester là, quoi. Vraiment, s'il veut du MotoGP, il a pas d'autre guidon. C'est chaud. Et donc, pour le HRC, ils auront à aller chez Spargaro en pilote test. Fernandez, lui, a signé pour 2 ans supplémentaires chez Trackhouse Racing. Ogura, il va rejoindre Fernandez, du coup, chez Trackhouse. La question, c'est qu'est-ce que vont devenir Nakagami et Chantra? On ne sait pas. Ophélie, tu voulais dire quelque chose sur ce petit point du mercato? Ouais, pour Ogura, pour moi, c'est assez mérité, c'est une bonne chose. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il ait fait un pied de nez aussi au HRC qui mettait quand même pas mal de temps à se décider. Surtout que je pense que ça peut être un peu vexant d'être mis en attente pour Nakagami. Oui. Nakagami a quand même fait ses preuves depuis un moment, a tenté de faire ses preuves, il s'est rien passé. Donc vraiment, c'est une bonne chose. Après, Brivio disait que pour lui, c'est celui qui sur la moto aurait apparemment le style de pilotage qui correspondrait le mieux à la moto. Donc je pense que ça peut être ultra intéressant de le voir sur la Aprilia. Après, comme tu parlais de OnlyFans, François, moi je pense qu'il y a la question qui se pose quand même du pourquoi pas Roberts, parce qu'ils en parlaient beaucoup. Après, c'est à défaut de passeport. Je pense que Roberts, c'était vraiment une question de nationalité. Donc ouais, c'était une bonne nouvelle. Après, j'ai hâte de voir en 2027 ce que ça va donner avec tous les changements, parce que potentiellement, il s'est fermé la porte d'un team qui va réussir à revenir avec les changements de règlement, mais pour l'instant, sur le papier, pour moi, c'est une bonne chose que Ogura parte là-bas. C'est clair. Et Robert, c'est pas prêt. Enfin, je pense pas. Ouais, non, moi je pense que Robert c'est pas prêt, et puis même Ogura, ça fait plaisir que vraiment un pilote japonais fasse un vrai pied de nez au HRC et ils leur disent c'est clair. Là vous me faites patienter beaucoup trop, quoi. Ça fait longtemps qu'il mérite, Nakagami ça fait longtemps aussi qu'il mérite, mais de passer ailleurs, et et voilà, enfin pour moi c'est une bonne chose, c'est bien, ça met un petit coup de pied dans la fourmilière aussi au HRC, ça montre que il y a plus rien d'acquis chez eux, quoi. C'est ça, mais après c'est un peu le cas, franchement pour le HRC et Honda, entre Marquez, entre ça, ils commencent à avoir quelques pilotes quand même qui leur font des pieds de nez. Après je trouve ça ultra dommage qu'on se pose encore la question de est-ce qu'on garde Nakagami à défaut de Chantra. Déjà pour Chantra c'est pas cool je trouve, parce qu'il récupère la place de il nous fallait quelqu'un de telle nationalité, donc ça sera toi parce que Nakagami fout plus rien, ou alors c'est on garde Nakagami parce que Chantra t'es pas si ouf que ça, donc en fait on veut pas de toi, quoi. Donc je trouve que c'est pas dingue la position dans laquelle il se retrouve, et ça ferme des portes pour moi à des pilotes qui mériteraient plus, parce que là encore une fois en Moto 2 Garcia reste en Moto 2, mais en fait à comparaison de saison, Garcia est quand même plus méritant que Chantra d'avoir un guidon en MotoGP. Largement, et puis moi quand j'ai entendu le nom de Chantra, je me suis posé la question pourquoi. Je suis pas sûr qu'il fasse mieux que Nakagami. Alors après ça peut être cool parce que ça fait un changement dans le MotoGP, mais je suis pas convaincu par le profil non plus. Ouais, moi non plus. Après dans tous les cas il y a la moto qui est pas là, mais même le profil, je vois pas ce qu'il va apporter, quoi. En parlant de motos qui sont nulle part, on a Rins qui reste chez Yamaha pour 2 années supplémentaires aux côtés de Fabio. Alex Marquez a signé pour 2 années supplémentaires chez Gresini. Bezzecchi, aux côtés de Martin, a signé pour 2025 chez Aprilia. Et on a enfin Bastianini et Vinales chez KTM Tech 3 et Marquez sur la Ducati officielle. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà plus ou moins dans les tuyaux. Tu voulais dire un mot, François, sur KTM Tech 3 et leur line-up qui te paraît assez pertinent? Pour une équipe qui est censée être l'équipe bis de KTM, aligner Bastianini et Vignales, alors on sait qu'ils vont avoir des motos officielles, mais aligner ce line-up là, c'est quand même la classe. C'est clair. Pour moi, la question qui se pose, du coup, c'est pourquoi pas rétrograder Binder, bien qu'il fasse des résultats qui soient très bons, ça y a pas de sujet là-dessus, mais
entre un Binder et un Bastianini, qu'est-ce qui a penché dans la balance pour garder Bastianini sur le team satellite et pas mettre Binder à l'inverse, quoi. Le fait qu'ils viennent de Ducati, non ? Ouais, c'est fort possible. Par contre, en parlant de pilotes qui viennent de Ducati, moi sur les line-ups, ce qui me hype vraiment, c'est le retour du duo Bezzecchi-Martin, parce qu'il faut se rappeler qu'ils ont déjà été coéquipiers par le passé et ils pouvaient pas se blairer du tout. On a une déclaration de Martin qui disait en fait à la fin de saison, on se parlait même plus quand on pouvait plus se voir. Et Martin finit par dire mais maintenant on est des adultes, on devrait pouvoir gérer ça correctement comme des adultes. Je trouve que quand tu commences comme ça, toute cohabitation qui n'a même pas commencé, c'est que ça risque d'être un petit peu tendu, quoi. Mais il va y avoir des tensions dans les box, hein, entre Marquez, Pecco et chez Aprilia. On va avoir un peu de drama, à mon avis, ça va être sympa. Surtout qu'on a encore vu ce week-end que le niveau des pilotes est quand même assez homogène. Enfin, en tout cas, sur ces pilotes-là, c'est quand même pas simple de se détacher, quoi. Tu sais que potentiellement tout le monde peut faire un top 5. Ouais, mais pareil chez Tech 3, quand tu regardes Vignales et Bastianini, c'est deux pilotes qui ont envie d'être pilotes numéro 1 de leur team. Même si Bastianini le montre beaucoup moins, il est quand même entouré de personnes qui le poussent à l'être. Et Vignales se retrouve dans une situation où il a la possibilité de gagner avec 4 teams différents dans sa carrière. En fait, lui, il veut pas être champion du monde, il veut juste gagner avec le plus de teams possible. Mais du coup, pareil, ça peut créer une tension un petit peu dans le box. Donc, je pense que ça va être très très intéressant. Déjà, 2025 va être ultra intéressant, mais les années qui vont suivre avec tout ce qui va se passer, tous les pilotes qui arrivent en Moto 2 qui vont avoir envie de pousser aussi, les pilotes qui vont prendre leur retraite, on va pas se mentir, Miller qui reste encore une saison de plus, Oliveira, Nakagami s'y reste, etc. À un moment donné, ça c'est des pilotes qui vont partir à la retraite et qui vont libérer des places. Et des places avec des pilotes qui ont un potentiel de dingue, donc je pense que va falloir sortir le popcorn et préparer les épisodes à tourner parce qu'il y aura des choses à dire. Yes. Chez Pramac Yamaha, du coup, on finit par là avec Campinotti qui a dit que c'était fait pour Oliveira à 80% et pour Miller à 95%. Et puis, voilà. Et puis ça parle du coup de Augusto Fernandez en pilote test. Ouais. Augusto Fernandez qui du coup a plus de place en MotoGP et qui voit la porte Pramac Yamaha, donc le nouveau team satellite de Yamaha. Donc enfin Yamaha récupère 2 motos. Ils vont peut-être pouvoir se concentrer un peu sur le développement. Lui il voit ça comme une porte de repli un petit peu pour revenir plus fort en MotoGP. Et il a dit je pousserai à chaque test comme si c'était un Grand Prix. Bon, si ça fait comme Vignales, il sera champion des tests, ça sera pas mal pour lui, alors il sera champion de quelque chose en MotoGP. Enfin, Yamaha, ils veulent 4 motos, mais va comprendre le line-up. Oliveira, Miller. À la limite, tu prends Oliveira ou Miller. Et après, tu fais monter quelqu'un du Moto 2, Garcia. Tu fais monter Garcia, par exemple. Et comme ça, tu le gardes dans ton giron et t'as potentiellement un futur beau profil en MotoGP. Mais surtout que c'est un peu incompréhensible en plus quand tu regardes parce que la semaine prochaine il y a des tests à Misano pour Yamaha qu'ils ont leur concession, etc. Le pilote test c'est Dovizioso parce que Crutchlow ne peut pas être là, mais Dovizioso commence à dire moi j'ai envie de revenir et je voudrais au moins être pilote test. Donc en fait quand sous la main t'as un Dovizioso qui veut être pilote test et que derrière t'as un Garcia qui a du potentiel qui pousse, pourquoi tu gardes ces pilotes-là? Enfin, ou alors ça veut dire qu'ils aligneraient Augusto Fernandez et Dovizioso les deux en tant que pilote test. Enfin, c'est un peu, je trouve ça très faible comme line-up pour ce team satellite. Et même pour le team officiel. Hein, de toute façon, Yamaha. Yamaha, ils sont perdus, mais là avec l'expérience, Fabio commence à avoir de l'expérience. Rins, il a de l'expérience en MotoGP. D'ailleurs, il est prolongé. Je sais pas trop pourquoi. Moi, je comprends pas trop. Mais Oliveira, il a de l'expérience aussi en MotoGP. Miller, il a de l'expérience en MotoGP. À un moment donné, il va y avoir 4 discours, plus potentiellement celui de Dovizioso, plus potentiellement celui de Crutchlow. Tu vas avoir 6 discours sur le développement. Faut aller dans ce sens-là. Faut aller dans ce sens-là. Faut aller dans ce sens-là. Ils sont déjà paumés. S'ils recentrent pas le travail sur 3 vraiment pilotes d'expérience, plus un potentiel 109 qui arrive, pour moi j'ai peur qu'ils se perdent encore plus que ce qu'ils ne sont actuellement. Moi l'avantage que j'y vois par contre c'est que c'est pas un secret, on sait très bien que Quartararo c'est pas ce qu'il préfère, le développement de la moto, il s'en est jamais vanté, il a jamais présenté ça comme un de ses points forts et
j'espère en tout cas, et j'ai l'impression que ça va lui enlever un poids sur sa saison et sur son organisation autour de sa moto, c'est que là il va pouvoir se concentrer uniquement sur le fait de rouler, parce que il aura des pilotes avec de l'expérience derrière pour faire le développement. Après, entre Oliveira et Miller, si t'en gardes qu'un des deux, lequel est le plus à même de développer la moto? Après, tu dis que c'est des pilotes d'expérience off, t'as raison, mais le problème, c'est, comme tu disais, Dovi, il dit qu'il a envie de revenir. Enfin, c'est des mecs qui ont tous les dents longues comme le parquet, qui sentent bien qu'ils sont sur un début de la fin dans la catégorie et qui lâcheront jamais rien passer pour grappiller quelques points et grappiller un guidon pour encore l'année prochaine ou dans 2 ans. L'avantage qu'il y aurait eu à prendre quelqu'un de pas intéressé, en tout cas dans le team, en tout cas pas à court terme ou pas à moyen terme. Moi je suis obligé de faire le parallèle avec Suzuki et son pilote test Guintoli, merci. En plus il m'a échappé au moment où j'arrive, mais il va vite Guintoli, c'est pour ça qu'il m'échappe. Guintoli, il avait aucune vision en MotoGP. De toute façon, il savait qu'il n'avait pas le niveau et qu'il n'aurait jamais signé de contrat pour être pilote MotoGP. Et du coup, il s'était vraiment concentré sur le développement de la moto et ça a marché, apparemment. Là, quand tu te retrouves avec un Dovi qui est pilote test, mais qui du coup va peut-être se dire qu'il va essayer d'orienter les évolutions pour que ça lui convienne à lui et pas aux pilotes qui sont sur les meules le dimanche, je sais pas, ça m'interroge. Surtout qu'un Dovizioso, il était là quand Quartararo était là aussi, et il me semble pas que ça tirait dans le même sens, donc affaire à suivre. Non. Ouais, puis à côté de ça, Miller, il semblerait qu'il a quand même eu des propositions. Alors ça, c'est des rumeurs, mais des rumeurs qui semblaient un peu avérées. Il avait des propositions pour partir en Superbike. Quand t'as les moyens, soit de partir en Superbike et de faire des choses, parce que Miller, quoi, enfin, c'est pas non plus la chèvre du paddock. Quand t'as les moyens de partir en Superbike et de faire des choses pour finir ta carrière, ou de finir un peu à défaut en MotoGP, enfin, le choix, moi, je le trouve pas pertinent. Après, on verra ce que ça donne l'année prochaine, dans tous les cas. Après, il sera jamais trop tard pour passer en Superbike. Ouais, c'est ça. Après, c'est le MotoGP. Tout ce que tu peux prendre, tu le prends quand t'arrives à la fin. Si tu veux encore profiter, Zarco le dit, hein, là, Honda, ça me permettait de faire 2 ans de plus parce que c'est une MotoGP, c'est des motos qui sont d'exception. Il faut profiter au maximum aussi des opportunités qu'on peut nous offrir en MotoGP. Hein. Donc, après, si on continue à dire ça, on va avoir Lorenzo qui revient en tant que pilote test et on va pas être content. Oui, mais tu vois, un Zarco, il disait quand on a été dans le box, parce que vas-y, je flex un peu, mais quand on était dans le box, on parlait de différentes motos, on parlait du coup de ces 8 heures de Suzuka, et il dit, mais vous savez, une fois qu'on a roulé une MotoGP, on est à peu près capable d'être rapide avec n'importe quelle 2 roues, assez rapidement. Donc, un Miller qui fasse 1 an ou 2 ans de plus en MotoGP, qu'il en profite, et après qu'il aille en Superbike, ça changera pas grand chose, je pense. Donc pour moi, il prend des années bonus et il kiffe juste le paddock MotoGP et la MotoGP de manière générale. Et les chèques qui vont avec. Exactement. Du coup, pour sortir un peu du débat mercato, si vous le permettez, on a eu Simon Craffard qui est nommé président du panel des commissaires pour 2025. Et puis à Silverstone, on avait les 75 ans du MotoGP avec des livrées particulières pour cette occasion. Des magnifiques livrées d'ailleurs. Hein. Il n'y en avait quasiment aucune achetée, hein, globalement. Et du coup, c'était quoi votre préféré à vous ? La Yamaha. Tous les jours, tous les matins. En fait, la Yamaha, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai trouvé incroyable avec le rouge sur les combis. Je trouve ça vraiment bête que les livrées sortent que le dimanche parce qu'elles sont tellement belles que t'as envie de les voir tout le week-end. Et surtout, François comprendra, mais moi la Yamaha m'a fait un peu penser à la TZR qu'on avait sur les 23h60 cette année. Donc elle était un peu plus mon coup de cœur que les autres. Par contre, il y en avait pas aucune achetée. Franchement, la VR46, je les aime d'amour, et Bezzekir aussi dans mon cœur pour toujours. Mais Rossi avait des livrées tellement incroyables, ils se sont vraiment pas fait chier. Non, c'est vrai qu'ils se sont pas fait chier. La LCR aussi était vraiment magnifique. Enfin, de manière générale, pour moi, celles qui étaient les plus belles, c'était celles qui avaient les fonds de plaques jaunes. Ça apportait un cachet de ouf, c'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique. Mais la Yamaha en piste, waouh, incroyable. Ah, mais elle est incroyable. Et puis toi, tu les as vus en plus. Donc la LCR, je l'ai vu de près dans le box. Encore une fois, je vais flexer tout. Dès que je vais pouvoir le caler, je vais le caler. Mais la LCR était magnifique.
C'est bien, t'as pris des idées de kit déco pour les 23h60 l'année prochaine sur la gamme. Exactement. Bah, merci beaucoup pour vos opinions esthétiques. On va passer à la Moto E si vous le permettez. Un plaisir. Allez, vas-y. Allez, je vais faire rapide parce que comme on le sait, on n'est pas friand du Moto E ici, sauf quand il y a Pierre pour lui faire plaisir. Donc, en qualification, c'est qualifié en pôle Gutiérrez, suivi de Garzo et Zanoni. Et en course 1, c'est le poleman qui s'attribue la victoire devant Garzo, à qui le titre échappe encore aujourd'hui, devant Zanoni, qui s'était manqué au départ, mais qui après une belle remontée se voit finalement pénalisé et doit laisser sa 3e place à Casadei. Et en course 2, c'était encore une fois serré puisqu'il y a très peu de tours sur ces courses, donc ils ont que le temps de se battre. C'est Garzo qui a pris l'avantage devant Zanoni et Casadei. Gutiérrez lui termine au bac et pour gagner le championnat, Garzo lui repart d'Autriche avec 224 points, soit 38 points d'avance, et il reste plus que 2 courses pour finir cette saison de championnat Moto E qui aura lieu à Misano début septembre. Et au championnat, du coup Garzo est face à Casadei qui est à 186 points et à Zanoni qui est à 180 points. Globalement, il y a pas grand chose à dire. Encore une fois, les courses étaient intéressantes, les courses étaient chouettes à voir, mais encore une fois, le changement de constructeur, ça a pas rallumé la flamme qu'on attendait pour moi sur le Moto E. Et je me faisais la réflexion en préparant le débrief, c'est que en fait, il y a très peu de pilotes que tu connais si tu t'y intéresses pas vraiment, ou si c'est quand même très niche, et en fait il y a rien pour s'y raccrocher, quoi, médiatiquement, socialement, visuellement à la télé, etc. Vraiment, le Moto E c'est franchement la catégorie du pauvre, et on s'en occupe pas du tout, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a très peu d'intérêt. Puis Pierre nous avait vendu un retour de Chase David iconique, et il est avant-dernier, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le manque de visibilité de la catégorie. On a l'impression que c'est pas volontairement poussé, peut-être à cause de nombreux fans qui sont encore, pour des raisons purement idéologiques, hostiles à l'électricité sur les motos. Et je trouve ça dommage parce que tant qu'on a des mecs sur une piste qui se tirent la bourre, on s'en fout du moteur, à mon avis. Hein, mais après, moi, j'avoue que je suis vraiment... je suis chiante, tu vois, mais j'aime le bruit des motos GP, j'aime le bruit des motos 3, les motos 2, et du coup, les motos I, en fait, je trouve que ça manque d'un truc, mais à côté de ça, la bagarre que tu peux voir en piste, il y a des courses, elles sont plus fun que les courses de moto GP, tu vois. Mais oui, dans la mécanique pure, évidemment, je trouve ça moins fun. Puis, de ce que j'ai compris, pour les commissaires, c'est un peu chiant en bord de piste, les motos I. Oui, c'est un petit peu chiant. Enfin, après, ça dépend où est-ce qu'on est. J'ai eu la belle surprise au Mans d'être dans la ligne droite quand les motos elles passent. Clairement, c'est impressionnant. Je mettrai la vidéo sur Twitter si vous voulez, mais c'est vraiment impressionnant à voir. Après, c'est sûr que sans le bruit, on n'a pas la sensation que ça pousse si fort, que ça tire si fort, mais je pense que c'est plus sensationnel de les piloter que de les regarder, mais après libre à chacun de penser ce qu'il veut par rapport à cette catégorie. Ouais, je me serrais bien quand même à la moto électrique, peut-être pas dans la vie de tous les jours, de toute façon j'utilise pas la moto dans la vie de tous les jours, mais une fois ou deux sur circuit, je trouve que ça manque un peu d'essais un peu grand public pour peut-être enlever des a priori négatifs et idiots sur cette motorisation spécifique, parce que encore une fois, ouais, tu le dis vous le dites tous les deux très bien, c'est vrai que avec le bruit en moins, t'as l'impression que ça tire moins, enfin t'as pas cette espèce d'explosivité, en tout cas dans le ressenti qui fait que tu te dis que ça pousse. Mais je suis sûr qu'au guidon, ça doit être infernal, quoi. Ouais, c'est sûr. Au guidon, ça doit être infernal. Mais le truc, c'est que pour le spectateur, on n'a pas cette sensation de là, il est dans une phase de freinage. On sent bien qu'il essaie de ralentir la moto parce que t'entends ce bruit qui est en train de diminuer. Et au moment où ça réaccélère, tu le entends tout de suite. C'est la moto, elle hurle et tout de suite, elle part. Donc t'as cette association visuelle audio qui fait que ça donne pour moi plus de sensations, mais c'est clair qu'au guidon une Moto E ça doit être exceptionnel.
Je pense que ça viendra de plus en plus. En motocross, on en voit vraiment de plus en plus. Ouais. Ça commence à faire apparition un petit peu à droite à gauche, mais ça va encore prendre du temps, je pense. Même si ça plaira pas à tout le monde, mais ça prendra forcément de plus en plus de place, je pense. Mais ça a encore plus d'intérêt en plus en cross, en tout terrain en général, en enduro et tout, parce qu'il y a le côté proche de la nature qui est quand même pas mal revendiqué par les pratiquants de cette discipline. Et avec le moteur électrique, au moins tu te dis on fait pas chier tout le monde, on ne balance pas de gaz d'échappement dans la nature, et t'aurais un côté un peu plus en symbiose, quoi, toutes choses étant égales par ailleurs bien évidemment, mais c'est peut-être l'intérêt. C'est le patron du concessionnaire Triumph de Saint-Maximin dans l'Ouest qui m'en parlait, parce que j'étais arrivé en avance pour une révision de la Triumph. Oui, parce que les Triumphs se révisent, elles sont très fiables, mais il faut les réviser de temps en temps. Et je lui dis, mais t'en vends des motos électriques parce que il en a 2 dans son Daffy, en fait. Il a le Daffy aussi à côté, le Daffy moto, et il me dit, en fait, ça va marcher pour le loisir tout-terrain. Il me disait ce que je vous expliquais à l'instant pour le côté nature, etc. La facilité d'entretien aussi. Enfin voilà, c'est propre. C'est-à-dire que limite tu peux la mettre dans une entrée d'appart, ça va pas pisser de l'huile ni d'essence. Donc c'est des trucs que tu vas pouvoir peut-être plus démocratiser en tout cas dans un premier temps. Mais il faut retirer beaucoup d'a priori sur ces moteurs-là. Mais ça rejoint un peu le débat qu'il y avait eu du passage du 2 temps au 4 temps. Hein. Enfin, c'est con, hein, mais quand la moto est passée du 2 temps au 4 temps, le MotoGP, on entendait à peu près les mêmes débats. On disait, mais c'est quoi ces bruits de merde du 4 temps, machin. Donc, affaire à suivre. Ça donne une idée de ton âge, du coup, Olivier. Ah bon ? Ah bah moi de 2002, je t'avoue, 2001-2002, j'étais encore dans mes couches, hein, donc non j'abuse, j'avais 7 ans, mais je me souviens pas des grands débats déchaînés sur les 2 temps 4 temps, tu vois, moi c'était plus à la maternelle quel cartable je vais avoir, tu vois, donc Oui, enfin grand débat, mais quand je parle avec des vieux en tout cas, quand tu leur dis mais c'était bien le 2 temps, en fait ils te sortent exactement les mêmes arguments que les trentenaires ou les quadrats d'aujourd'hui pour le passage du thermique à l'électrique, quoi. Enfin, c'est à peu près la même chose. C'est oui, mais ça a pas d'âme, le 4 temps, machin. Enfin, ouais, c'est Yvan qui dit c'était mieux avant, quoi. Ouais, exactement. Enfin. Merci pour de m'avoir laissé la parole, de faire ma tirade sur l'électrique, sur la catégorie électrique. Ouais. Ophélie, je vais te rendre la parole pour la Moto 3, du coup, s'il te plaît. Ouais, parlons du Moto 3. Moto 3, où il y a une course très très animée, mais d'abord les qualifications, c'est Furusato et Adrian Fernandez qui passent en Q1, et en Q2, c'est Ortola qui vient prendre la pole position devant Weiger et Kelso. Et comme je le disais, on a eu droit à une course très animée, et ça dès le tour de chauffe, puisque Ortola a calé pendant le tour et a dû donc partir des stands. C'était assez drôle parce que même à la télé, ils avaient pas encore l'info, donc personne comprenait très bien pourquoi la première place de la grille était vide. Et du coup, en l'absence du poleman, c'est Kelso qui vient prendre un excellent départ devant Olgado et Alonso. Munoz, lui, a réussi à repasser devant et vient s'installer à la seconde place. Pas mal de longues laps durant cette course pour des pénalités survenues durant le week-end. C'est le cas pour Alonso et Piqueras qui, eux, prennent leur longue lap et ressortent à 3 secondes de la tête. Donc il y a un peu de travail de remontée à faire. Devant, Munoz et Olgado remontent sur Kelso, suivi de très très proche par Ruida et Weiger. Devant, la bataille fait rage, puisque la tête de course s'échange plusieurs fois, ça bouge dans tous les sens, fallait être bien accroché. Entre les pilotes, Rueda et Weiger finissent du coup par faire la jonction, ils profitent de ces petits mouvements. Piqueras et Alonso remontent, et il y a un groupe de 8 qui se dessine, parce que Fernandez vient se joindre à la fête. Et derrière, il y a Ortela qui fait une remontée stratosphérique, puisqu'il a un très bon rythme et il remonte à la 9e place. Et un peu avant le drapeau à damier, c'est le groupe de Alonso, Munoz, Olgado, Piqueras et Weiger qui se dessine, et c'est finalement Alonso
qui, comme il le fait depuis plusieurs courses, va être impérial et passe la ligne d'arrivée en tête devant Munoz et Holgado. Piqueras, lui, qui avait quand même fait un long lap en début de course, termine 4e devant Weiger, Fernandez, suivi de Rueda, Calso, Ortola et Ricardo Rossi. Et on peut noter dans les chutes ce week-end Farioli et Nepa. Et au classement, ça donne donc Alonso avec 224 points qui est en train de s'envoler au championnat, devant Ortola à 153 points et Holgado à 149, et le top 5 est complété de Weiger à 142 et Munoz à 108. Donc il y a quand même une petite bagarre qui va se jouer au moins pour la 3e place, voire pour la 2e place, parce que les 4 au-delà d'Alonso sont vraiment pas loin les uns des autres. Alonso, lui, par contre, est en train de s'envoler clairement au classement, c'est ce que je disais. Il fait des courses très intelligentes, il trouve le bon moment pour passer, et après il est pas forcément en train de les larguer. Enfin, je sais pas ce que vous avez pensé des courses, mais il est pas forcément en train de les larguer, mais il trouve le truc pour lui réussir à passer la ligne d'arrivée en tête. Je trouve que c'est très très bien joué de sa part. Donc ouais, c'était franchement c'était vraiment pour moi une belle course, c'était ultra intéressant. Il faut vraiment pour moi noter ce week-end la remontée d'Ortola qui était mais vraiment impressionnant. Enfin tu commences de la voie des stands, après on a eu Acosta qui a fait ça, qui est parti de la voie des stands et qui a gagné la course. Il en est pas là, mais c'était quand même vraiment très impressionnant. Et en plus de ça, quand tu le vois à la caméra à l'hélicoptère au moment du départ, quand le départ se lance et que lui doit partir des stands, il est tellement loin, mais vraiment il y a une distance entre eux, c'est hallucinant. Est-ce que vous avez regardé la course? Ouais, moi, j'ai regardé, et pour rebondir un petit peu sur Ortola, faut voir aussi le circuit que c'est un circuit où c'est quand même très rapide. Les Moto 3, on sait très bien qu'ils aiment bien jouer avec l'aspiration. Ortola, pour remonter, fallait qu'il le fasse tout seul, hein. Et il remonte top 10, franchement, chapeau. Hein. Ouais, c'est ça, et puis ultra frustrant pour lui qui avait gagné à Silverstone. Je pense qu'il avait encore envie d'aller grappiller des points sur Alonso, et du coup il a soulevé les meubles comme il pouvait ce week-end en terminant 9e, mais franchement c'était vraiment bien. Ouais. Et t'en as pensé quoi toi de la course, Olivier? Mais tu parlais d'Alonso, moi je trouve que ouais, Alonso il a une forme de maturité assez remarquable dans sa gestion des courses, dans sa gestion de la saison entière en fait. Et il y a pas grand chose d'autre à dire quoi. S'il gagne pas ce championnat, c'est une grosse surprise au final, parce que encore une fois, c'est course après course. On le savait hein, que c'était pas un peintre, hein, mais à ce point-là, on a l'impression de voir Magnaia en MotoGP quoi, globalement. Enfin, sauf que lui, c'est un gamin. Mais ouais, sa maturité est assez folle. Comme tu dis, on a l'impression qu'il sait gérer pour trouver. En plus, en Moto 3, c'est d'autant plus difficile de trouver le trou pour la petite souris au bon moment. Tout ça, au bon moment de la course, tout ça, ça va garder du pneu, garder de la force aussi, et il y arrive très bien. Et chapeau quoi. Non ouais, ça s'annonce grand pour Alonso. Enfin en tout cas, à son âge, réaliser les courses qu'il fait. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, vraiment avec grande maturité. Il répond présent, il sait se placer quand il faut se placer. Enfin, franchement, il fait une saison super intelligente, et moi j'espère quand même qu'il va décrocher le titre. Enfin, il y a de grandes chances, mais il est vraiment intelligent dans sa façon de piloter et sa façon d'aborder le dimanche quoi. C'est clair. Et petite note spéciale encore une fois, la Moto 3 dans le top 5, il y a moins d'une demi-seconde quoi à l'arrivée. C'est exceptionnel. Ah non mais les images à chaque fois sont folles hein. Moins d'une demi-seconde entre les 5 premiers. Enfin moi ça me rend ouf. Les mecs ils rentrent à 4 de front dans les virages, enfin c'est de la folie. Ouais. Mais ils s'en foutent en fait, c'est vraiment c'est des extraterrestres encore une fois. Ça c'est vraiment l'exemple pour moi quand on t'apprend à faire du ski et que tu vois les gamins faire et qui se prennent des gamelles et qui remontent tout de suite et qui se barrent, et que toi t'es en mode mais moi si je fais ça je vais tomber. Eux c'est pareil quoi, ils pourraient être à 10 dans un virage qui irait quand même et ils en ont rien à secouer, et en fait ils déconnectent les câbles du cerveau et ça part quoi. Ouais, et puis à la fois ils sont hyper connectés pour pouvoir placer les motos où ils les placent, changer les trajectoires quand il faut les changer. Enfin c'est franchement éblouissant de talent, et cette catégorie elle est encore trop sous-cotée, mais elle prend du galon au fur et à mesure des années, et vraiment c'est agréable de regarder ces courses là. De ouf. Hâte de voir ce que va faire Weiger en Moto 2. Ouais.
Absolument. Bah tiens, puisque tu parles du Moto 2, François. Ah. Tu nous fais le débrief du Grand Prix. Ouais. Attends, je me mets vite fait sur mes pages là. Avec ce fameux Celestino Vietti. Ouais, avec un petit rappel, c'est Dixon qui avait remporté la course à Silverstone. Exactement. Voilà. Faites-en ce que vous voulez de cette info. Alors, faut savoir qu'à Silverstone, j'ai pris les paris sur chaque course et sur la Moto 2, je leur ai dit Dixon vainqueur. Et il y en a plein qui m'ont dit mon cœur te dit oui, ma raison te dit non. Donc, personne n'y croyait. Donc, pour la Moto 2, comme on le disait, à Silverstone, victoire de Dixon, qui est en grande forme, ainsi que Canet aussi, qui est sur une bonne dynamique. Donc, on va le voir, voir si ce week-end ça a confirmé. Donc, le championnat Moto 2. Alors, championnat passionnant avec plusieurs prétendants aux places d'honneur. On entend de plus en plus parler de pilotes proches du MotoGP, donc ça fait plaisir, car en piste, on voit que la bataille fait rage de plus en plus, parce que les places sont chères. Arrivé en Autriche, Ogura en retard de 18 points sur Garcia, compte bien reprendre du terrain. Il montrera l'écro durant les essais, dominant les 2 premières séances, mais à la suite d'une chute, il se casse la main. Cette même main qui a paraphé un peu plus tôt un contrat MotoGP chez Trackhouse. Il sera out pour le reste du week-end. Donc voilà, pour les essais. En qualif, se sortent de la Q1 Gourberg, Aldeguer, Arenas d'ailleurs qui a pris un gros risque sur la Q1 parce qu'il a fait que un run, et Eijus. Donc ces 4-là iront en Q2. En Q2, c'est ce bon vieux Vietti qui signe la pole et qui confirme qu'il est en bonne forme. Pour combien de temps, on va le voir, mais il confirme une bonne forme depuis son retour. Suivi de Canet et de Garcia. Arbolino 4ème, Dixon 6ème, ce qui nous annonce une deuxième ligne, donc une course intéressante. Et Aldeguer, un peu plus inquiétant, lui il se qualifie que 17ème. On commence à se poser des questions. La course, elle, est outrageusement dominée par Vietti, réglé à la Pecco, seulement 4 tours au-dessus des 34 secondes. Impressionnante régularité. J'étais subjugué par le rythme à la fin, j'ai regardé, c'était fou. Derrière, Alonso Lopez bien attaché à la 2e place, la conservera jusqu'au bout. Pour la 3e place, bis repetita entre Dixon et Canet. L'anglais, comme à Silverstone, prendra le meilleur sur l'espagnol en bout de ligne droite dans le dernier tour, comme à Silverstone. Donc voilà le top 3 pour la course. Vietti, Alonso Lopez et Dixon. Canet 4ème. À noter, encore une fois, je rappuie dessus, mais Aldeguer inquiétant qui finit 20ème. Et coup dur pour Garcia qui rate le coche d'éloigner un petit peu Ogura à cause d'un long lap pour les track limits, qui finit 14ème, donc il marque que seulement 2 points sur son concurrent, donc dommage pour lui. Et petit chapeau pour Honju qui se rapproche du top 10, 11ème, il fait une belle course, donc voilà, je voulais le noter. Merci beaucoup. Du coup, moi je vais commencer par parler d'Honju. J'ai vu que Philippe avait noté qu'il y avait une grosse attente chez KTM Ajo, mais qu'au final il est peut-être pas à la hauteur des attentes, et j'ai l'extrême douleur de vous dire qu'il faut bien se rendre à l'évidence et que c'est exact. Le pauvre après il s'est blessé, hein, donc ça n'a pas dû arranger le moral et tout. Mais ça montre aussi, même si c'était clairement pas le meilleur pilote de la catégorie inférieure, ça montre aussi qu'il y a quand même du niveau dans cette catégorie de Moto 2. Et ça montre que, et je l'avais déjà dit en début de saison, que la montée n'est pas forcément facile pour tout le monde. Ah, ça c'est sûr. Après tu dis... Vas-y. Après tu dis il revient de blessure. Mais il fait son meilleur résultat en revenant de blessure parce qu'il était quand même très très loin. Et j'ai même pas noté que ses résultats étaient pas fous, j'ai dit que ses résultats étaient médiocres. Très médiocres, t'as même marqué. C'est peut-être un peu dur, mais moi j'en attendais vraiment beaucoup quand on l'a annoncé chez KTM Ajo. C'est pas des peintres en Moto 2. La moto est pas dégueu, et Honshu, il était capable de faire des grands gestes sur sa moto l'année dernière et nous vendre du rêve quand il en était
quand il était en forme. Donc ouais, vraiment, pour moi, il y avait beaucoup de choses à attendre de lui. C'était pas dingue en début de saison. Là, il fait son meilleur résultat. 11e, c'est son meilleur résultat. À voir ce que ça donne. Est-ce que c'est un petit renouveau et il s'est dit c'est bon, on se reprend en main. Il allait s'entraîner avec Sofoglou pendant sa rémission, je sais pas, mais en tout cas, ouais, il y a des attentes et j'espère que la course, en vrai, on est qu'à la mi-saison quasiment. Il reste encore beaucoup de courses, il en reste 9 si je dis pas de bêtises. Il a encore le temps de se rattraper et s'il revient, il peut marquer quand même quelques points pour pas finir trop loin dans le classement général. Ouais, moi aussi c'est sûr, je suis un peu déçu de sa saison. Je m'attendais à plus. Alors le passage des fois il est compliqué, donc il lui reste encore un an à faire, donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être que là c'est le déclic par rapport à ce Grand Prix là. Franchement, moi j'y crois pas de ouf, sachant que c'est un circuit qu'il affectionne particulièrement, donc là il performe parce que c'est un circuit qu'il aime vraiment. Il a déjà performé en Moto3, etc. Donc à voir. J'espère du fond de mon cœur que il va me donner tort, mais j'avoue que pour moi ça va être compliqué pour lui d'aller plus loin que le Moto2. Je pouvais être fan de Vietti, mais bon, c'était déjà pris. Ouais, c'est ça. Ouais, désolé, ça c'est pour moi. D'ailleurs, on rigole, hein, mais Vietti, il était pas si mal sur ses dernières courses. Il a fini 3e et 5e. Bon, c'était pas fou en début de saison, mais là, il termine 3e et 5e. Il a été... En même temps, ça fait 12 ans qu'il est là. Hein. Oui, il peut... ça va. Il y en a du nom de Fenati qui est resté depuis sa naissance sur les motos. C'est vrai, mais je suis pas fan de Fenati. Mais en tout cas, ouais, enfin, il a été... Mais son rythme, c'était un métronome, à part son petit souci de moteur, là, son petit point mort. Mais après, moi, la question qui se pose, je trouve, c'est est-ce que le fait que Kalex, que les châssis Kalex aient un petit moment de mieux, lui donne pas aussi un petit renouveau et un nouveau souffle qui lui permettent lui aussi d'être mieux sur sa moto. Donc ça va être à voir sur les prochaines courses, sachant que Misano, c'est la maison pour lui et c'est là où il s'entraîne avec la VR46. On parle de signer chez Speed Up l'année prochaine, donc en plus il a pas le stress de savoir où est-ce qu'il va aller l'année prochaine. Donc franchement, Vietti, c'était un week-end parfait pour lui et moi j'étais très contente. Ouais, non, c'est vrai que les Kalex ont trouvé quelque chose, ça c'est cool. Ils ont réussi à bien exploiter le Pirelli et là ils ont refait des essais, ils ont réajusté le tir par rapport au début de saison et ça semble être vraiment mieux pour eux. J'espère que Vietti, ça va être enfin le déclic pour nous faire une saison régulière et vraiment faire un truc carré sur la fin de saison. Mais moi j'y crois, j'espère que ça va le faire, après on verra bien. Olivier, t'as un truc désagréable à dire avant de passer à autre chose là-dessus? Absolument pas. Non. Moi je suis très rarement désagréable. C'est vrai. Non, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Il y en a deux aussi qui sont en bonne forme là en ce moment, c'est Canet et Dixon. Ouais. Ils se bataillent. Canet, ça doit être son pire cauchemar, ça doit être Dixon dans un dernier tour, mais il lui a ravi la première place à Silverstone, il lui a ravi la 3e place à Spielberg. Il doit être fou, mais ça fait des belles batailles en piste et ils sont cool à voir, quoi. Après le pire cauchemar, je pense, dans les pilotes, c'est pas ce duo-là, c'est Garcia Ogura, parce que comme tu disais, Garcia il a pris que 2 points à Ogura. Gros avantage pour Ogura. Après le championnat, ça peut jouer sur pas grand-chose, on le sait, donc 2 points c'est important. Mais terminer 14e quand t'as la chance d'aller prendre 25 points à ton concurrent, c'est un peu cata quand même. Même pas 25 points. Il me semble qu'il était 5e ou 6e. Il pouvait prendre entre, allez, s'il finit 7e, entre 9 et 11 points. S'il finit 7 ou 5, entre 9 et 11 points, il peut prendre ça sur son adversaire direct. C'est dommage de pas avoir capitalisé là-dessus, et 2 points, c'est maigre quand même. C'est dommage de pas profiter de l'opportunité quand tu vois le niveau qu'il a, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, après, quand tu parles de niveau, t'as Aldeguer qui fait rien, là aussi. Hein, donc, par contre, moi, ça, j'appuie dessus parce que faut qu'on en parle, faut qu'on ouvre le dossier à Aldeguer à un moment donné. Il a été signé super tôt, suite à des très bonnes performances la saison dernière, en fin de saison. C'était des super enchaînements qu'il faisait de week-end, mais il a été signé super tôt par Ducati.
Et moi, à la place des Ducati, je me poserais vraiment des questions, quoi. Enfin, personne n'en parle de trop, mais moi je trouve qu'ils sont montés un peu vite en besogne avec lui. Bah, ils ont dit qu'ils voyaient un espoir en lui et des compétences que nous on voit pas forcément. Après, lesquelles faut les trouver parce que il fait des très bonnes courses, mais il est pas régulier. Donc est-ce que c'est la pression de savoir qu'il va monter en MotoGP? Est-ce qu'il se dit qu'il a plus rien à prouver? Enfin, c'est pas très clair quand même cette histoire. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est dramatique. Et est-ce que sa fin de saison l'année dernière, c'était pas juste un coup d'éclat, quoi? Exactement. Bon après. Un Fabio Quartararo, il avait des coups d'éclat, il avait des bonnes choses à faire valoir et il a quand même fini en MotoGP et ça a bien fini. Il finit titré en MotoGP, donc c'est pas dit que Aldeguer c'est complètement mort pour le MotoGP, mais c'est vrai que là depuis la signature, il s'est un peu effondré, quoi. Après, Aldeguer, il a jamais brillé dans certaines catégories et c'est toujours un pilote qui a été au tiède dans ces catégories. Mon Dieu, je prends les expressions de Kevin, c'est dramatique. Mais ouais, c'est pas un pilote qui a été qui a vraiment performé dans toutes les catégories où il a roulé. Après, il a toujours été dans la bonne moitié du classement, mais ouais, à voir ce que ça va donner l'année prochaine sur les MotoGP. Après, peut-être qu'il va arriver, qu'il va tout rafler et qu'on va être en mode bon, on l'a ouvert un peu trop vite. Mais pour l'instant, ça laisse un peu perplexe, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Il part 17ème, il finit 20ème quand même. Il voulait finir dernier, comme ça, c'est premier en partant de la fin. Et Arbolino en Dancy, comme d'hab. Ouais. Bien, merci beaucoup pour ce petit point. On va passer au MotoGP, du coup, si vous le voulez bien. Yep. Non? Si? Vous avez autre chose à dire sur... Non, tu peux y aller. On t'écoute, avec très studieusement. Avec un petit rappel, du coup, sur les têtes du classement après le GP de Silverstone. Bastianini nous avait fait un week-end britannique parfait, puisqu'il avait remporté la sprint et le Grand Prix du dimanche. Martin fait deuxième dans les deux courses. Pecco, lui, a chuté dans la sprint, mais a réussi à finir sur le podium le dimanche. À la fin du week-end, du coup, Jorge Martin était toujours en tête du championnat, suivi par Pecco pour 3 petits points, suivi un peu plus loin de Bastianini et Marc Marquez. Alors la question, c'est est-ce que le GP d'Autriche sera décisif pour la suite? Petit suspense. En tout cas, en Q1, c'est Miller et Paul Espargaro revenus pour KTM sur la piste qui se qualifie pour la Q2. Pas de miracle pour Quartararo et Zarco malheureusement, qui ont signé un temps environ une demi-seconde plus lent que les deux premiers pilotes de la séance. Au final, en Q2, c'est Jorge Martin qui signe la pole, suivi par Bagnaia et Marc Marquez. À signaler que Morbidelli se qualifie 8ème, ce qui n'est pas dégueulasse. Et c'est parti pour 14 tours pour la sprint. Pecco fait le hot shot dès le départ. Martin et Marc Marquez parviennent à rester avec lui après quelques virages. Et Martin repasse même en tête sur la deuxième épingle, la plus serrée du circuit. Un premier tour de folie déjà entre les deux rivaux pour la tête du championnat avec plusieurs passes d'armes. Et dès le premier virage de la chicane, pendant le deuxième tour, Martin tire tout droit, ce qui l'oblige à couper la suite de la chicane. Derrière Bagnaia, a-t-il perdu une seconde, comme l'exige le règlement? Pendant de longues minutes, le doute s'installe et plus d'un tour plus tard, on apprend que finalement l'incident est sous enquête des commissaires. Pendant ce temps-là, le reste du pilote a du mal à suivre le rythme. Aleix Espargaro au 4ème est à quasi une seconde du trio de tête au premier tiers de la course. Bagnaia, lui, il réussit à creuser un écart confortable avec Martin, lui-même à l'abri de Marc Marquez, 3ème. C'est au 6ème tour, finalement, qu'on apprend que Jorge Martin n'a pas perdu une seconde dans le secteur lors de son passage à travers champ, ou plutôt à travers macadam. Il écope donc d'un long lap, une sanction sévère mais juste, on en rediscutera évidemment tout à l'heure. Martin fera son long lap au 8ème tour, il repasse 3ème juste devant Aleix Espargaro, mais bien derrière Marc Marquez. Il aura perdu environ 2 secondes sur cette sanction. Quelques tours plus tard, gros fail de la réalisation puisqu'on rate la chute de Marc Marquez en direct qui ne pourra pas reprendre la course. Derrière, ça se chamaille pour la 4ème place entre Bestia, Miller et Morbidelli, mais ça ne changera rien à la victoire finale de Pecco, suivi par Martin. Aleix Espargaro complète le podium de cette sprint. J'enchaîne tout de suite avec la course et on prend les mêmes et on recommence, cette fois pour 28 tours du coup. Bagnaia prend une nouvelle fois un très bon départ, mais Martin aussi qui garde la tête. Pour le 93 en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Il sera dès le départ à cause d'un problème technique lié au all-shot device, puis tout seul, sans l'excuse technique cette fois, au freinage du premier virage. Il embarque même Morbidelli dans le tout droit, heureusement sans casse. Marquez retombe 13ème.
Bagnaia ne perd pas de temps et double Martin avant la fin du premier tour, mais sans réussir pour le moment en tout cas à faire le break. Et Bastianini, lui, est 3e à une demi-seconde derrière. Le reste du peloton, mené par Jack Miller, suit l'Italien à plus d'1,5 seconde au 5e tour. Et là, on voit que quand il y a dès le début des Grands Prix des écarts comme ça sur la tête, tu sens que la différence de niveau est assez conséquente, en tout cas sur ce Grand Prix-là. Marc Marquez, lui, de son côté, il entame sa petite remontée. Au 9e tour, il est repassé 7e, Miller est repassé 6e derrière Bezzecchi et Binder. Les deux pilotes en tête du championnat, Bagnaia et Martin, je le disais à l'instant, sont sur une autre planète avant la mi-course. Ils ont 2,5 secondes d'avance sur Bastianini. Marquez est bien remonté au contact de Bezzecchi 5e à 12 tours de l'arrivée. Et le double sans difficulté majeure après avoir pris son temps pour trouver la bonne occasion. Il vise maintenant Binder, 4e, une demi-seconde devant lui. Ah, et Miller, entre-temps, il s'est bourré. Marquez, toujours, lui, parvient à recoller Binder un tour plus tard, très propre. Next step, pas facile à dire, Bastianini pour le podium, mais il est à 8 secondes, il reste que 10 tours. Ça va être compliqué. Pendant ce temps, Bagnaia a bien creusé l'écart avec Martin et compte désormais près de 2 secondes d'avance sur l'Espagnol. La tête de la course ne bougera plus jusqu'à l'arrivée. Ça donne donc victoire de Bagnaia. Martin 2e, Bastianini 3e, Marquez 4e, Binder et Bezzecchi font 5 et 6, Viñales et Morbi 7 et 8. Au championnat, ça permet à Francesco Bagnaia de prendre le meilleur sur Martin pour 5 points. Bastianini est toujours 3e, mais 56 points derrière. Marquez est au pied du podium provisoire. Alors, est-ce qu'il est déjà fixé ce podium pour la fin de la saison ? Alors déjà, tu peux reprendre ta respiration, je pense. Non, ça va, j'arrive à respirer en parlant. Et pour moi, il est pas fixé le championnat parce qu'ils sont à rien. Ils sont à 5 points, Martin et Bagnaia, sauf suspicion des complotistes anti-Ducati, tout ce que tu veux. Je pense qu'on va avoir le droit à une belle bagarre jusqu'à la fin. Bastianini, il a moyen pour moi d'aller se battre pour la 2e place si Martin fait des erreurs. Donc pour moi, il y a encore un peu de taf et c'est pas figé. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça, c'est pas figé. La saison, il reste pas mal de courses encore. Une blessure est vite arrivée, des broutilles ça peut vite arriver. Bastianini il est en embuscade, il peut vraiment venir jouer les troubles fêtes dans le duo, surtout que lui il a rien à perdre. Alors, Martin ça sera pas son coéquipier l'année prochaine, Bagnaia ça sera plus son coéquipier l'année prochaine, Ducati lui ont pas fait de cadeau, donc il va clairement défendre ses chances quand il pourra les défendre. Donc pour moi attention, ça va se jouer, je pense, entre Bagnaia et Martin, mais il y a un monde où Bastianini peut revenir dans le match. Ouais, et puis, au-delà de Bastianini, s'il y en a un qui arrête d'être bête comme ses pieds quand il a décidé qu'il préférait finir premier que 2e et qu'il arrête d'aller se bourrer, Marquez, il peut aller titiller Bastianini pour la 3e place aussi. Il y a encore, entre les sprints et la course longue, il y a encore de quoi marquer des points. Donc je pense qu'on a encore de belles choses à voir devant nous pour cette fin de saison. Alors on parlait de maturité d'Alonso tout à l'heure en Moto 2, mais alors Marquez... Ah ouais, Marquez c'est tout ou rien, quoi. C'est exceptionnel. Punaise. Moi, ça a été mon truc qui m'a saoulé ce week-end sur les courses, c'est qu'il chute, mais sur les sprints, il fait la même erreur à chaque fois. Tu vois, on a une auditrice de C'est qui en pôle qui s'appelle Justine, qui est fan inconditionnelle de Marquez, pour te dire quand Marquez chute, je lui envoie des emojis boîte de mouchoirs, et quand Bezzecchi chute, elle m'envoie des emojis boîte de mouchoirs. Et elle m'avait dit, tu verras ce week-end, tu pourras louer les louanges de Marquez parce qu'il va gagner, il est trop fort. Pas du tout. Pas du tout, parce que en fait en sprint, à vouloir aller chercher Pecco comme il était, il lui a quand même repris 0,359 millième en dans le tour 9, et il a fait son meilleur secteur 1 dans le tour 10, donc il reprend encore 0,06, un truc comme ça à Pecco. Il restait 5 tours et 1,53 secondes à combler, et il a préféré aller se bourrer que de se dire au pire je finis 2e. Et du coup c'est trop bête, c'est des points qui sont perdus. Et à côté de ça, le dimanche il fait des courses qui sont pas dégueulasses. Il s'est fait tanner d'ailleurs sur Twitter, ça a vraiment été le cœur de discussion de tous les pros Marquez et haters de Marquez, à dire que pour certains il avait foiré la course de pilote, pour d'autres il s'était fait saboter. Mais en gros, pour rappel,
pour rappel, je sais pas si vous avez vu cette image des deux mécanos de Marquez qui passent en courant dans le box et qui sortent du box de Gresini. Et en fait, c'est la valve du pneu de Marquez qui était cassée. Donc les mécanos ont dû aller chez Michelin et ont dû changer la gomme de la jante. En fait, le pneu avait perdu en température, ça a créé un souci au niveau du départ. Et il a eu un souci de all-shot device. Il a pris un départ sans assistance au final. Il a la touchée avec Morbidelli. Pardon, mais il s'est fait accuser d'avoir foutu en l'air la course de Morbidelli. Je pense que les gens qui ont dit ça, ils ont pas vu la course. Parce que ils ont vu aucune course de l'année, je pense. Non, mais c'est les mêmes qui disent que Rossi Marquez, il s'est rien passé. Enfin, je sais pas, mais là, Morbidelli, il est complètement en tort. L'investigation était sur Morbidelli. Et j'ai lu des trucs à base d'insultes. Je dis juste à quel moment tu te lèves le matin pour aller insulter un pilote, je sais pas. Quel moment tu te dis que c'est normal de faire ça. Mais juste sur Marquez, en disant qu'il avait foutu en l'air la course de Fernandez et de Morbidelli. Enfin. Donc ouais, c'est frustrant pour Marquez parce que il va être bête à faire des chutes idiotes sur lesquelles il refait du Marquez de la grande époque où en fait il va aller chercher la limite, sauf qu'avant ça marchait, avant il pouvait relever la moto et repartir, là ça marche plus en fait. Et l'année prochaine, pour moi, c'est ce que Cyril disait en off, Olivier, c'est que il va vouloir aller chercher la limite parce qu'il aura la même moto que Pecco et qu'en fait c'est là qu'il va se foutre encore une fois au bac et qu'il ira perdre son 10e titre. Probablement. Ouais, j'en avais gros sur la patate, sur Marquez. C'est clair. Ouais, non, mais en vrai, ça se comprend parce que on a beaucoup d'attentes aussi. Après, il a une moto qui a l'air quand même. Il a une moto qui est championne du monde, mais qui a l'air plus complexe à régler quand t'es pas dans le team officiel. T'as peut-être moins de moyens, t'as pas les mêmes ingénieurs, etc. Mais franchement. Mais c'est frustrant. Je suis d'accord. Pour moi, c'est pas un argument qui se vaut cette année de dire que c'est parce qu'il a la GP23, elle est pas ci, elle est pas ça. La GP23, l'année dernière, elle a fini première, deuxième et cinquième. Marquez, il a conduit la Honda, qui était un tracteur qui convenait à aucun pilote. Il arrivait à en faire ce qu'il voulait, parce qu'encore une fois, Marquez, tu lui mets une moto qui a pas de guidon, il est capable d'aller gagner des titres. Pour moi, c'est pas un argument valable, en fait, parce que ça reste la Ducati, ça reste la meilleure moto du plateau. Et si Morbidelli, il arrive à en faire quelque chose, tu peux pas me dire que Marquez il y arrive pas, quoi. Puis il est pas loin au classement, il est derrière les 3 motos officielles, donc je pense que tout en se bourrant. Ouais, tout en se bourrant. Pour moi, c'est vraiment se cacher derrière une vérité qui est que Marquez veut trop faire, il veut trop pousser, il veut trop faire, et il se laisse pas la limite que Pecco a acquis lui et que Marquez avait avant quand il gagnait. C'est si tu finis 2e ou 3e, tu marques des points et ces points ils seront précieux en fin de saison. Oui, mais pourquoi Marquez aujourd'hui dans sa tête, il a son guidon officiel l'année prochaine. Son objectif seul, c'est de regagner une course, qu'il soit 2e ou 3e, 4e ou 5e. Il s'en fout, le gars. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Il sait très bien qu'il jouera pas le championnat. Donc jouer placé pour jouer une 2e place, avec le nombre de titres et le nombre de victoires qu'il a, pour moi, dans sa tête, il s'en fout, genre, il veut juste renouer avec la victoire, il veut juste regoûter à cette victoire, et quoi qu'il en coûte, quitte à perdre la 2e, la 3e ou la 4e place, il s'en fout complètement. Tout est acquis pour lui pour l'instant. Ouais, après, il sait pertinemment que quand il chute, il risque de se blesser aussi. Hein. Il est très bien placé pour le savoir. Donc chuter, prendre des risques pour avoir une victoire dans la potentielle idée de se dire que ça va me motiver pour jouer la tête du championnat, ça me semble être un pari très risqué. Ouais, mais pour le coup, Marquez n'a jamais piloté autrement, toujours avec ses prises de risques, et il a toujours piloté pour gagner. Donc pourquoi changer maintenant quand tout est acquis pour la suite. Donc il a plus 20 ans, il a une condition physique qui est exceptionnelle, évidemment, c'est un sportif de haut niveau, mais je pense que il est de 93, hein, comme son chiffre l'indique, il a 31 ans, mine de rien, à partir de cet âge-là, je suis bien placé pour le savoir. Tu sens que c'est pas le déclin, mais tu sens que tu récupères moins vite de tes soirées, ce qui est quand même un indicateur assez pertinent, je trouve. Si autant il a quand même eu aussi beaucoup de chance à ne pas se blesser avec des pelles qui s'est mises assez incroyables, et à l'inverse,
La chute qu'il fait à Rérez il y a 2 ans, c'était pas la plus impressionnante et pourtant il s'est fait très mal. Même la chute qui se met en Allemagne, elle est impressionnante. Hein. Même, oui, exactement. Même la chute qui se met en Allemagne. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est de toute façon, c'est probablement dans son état d'esprit et qu'il en changera pas. Mais moi, si j'étais son père, je lui dirais de faire attention. Ouais, mais bon, dans le reportage, il le dit bien. Mon père, il a rien à dire. Ouais, il monte, il démonte le mobil-home, that's it. Après, est-ce que ça vaut le coup de risquer de se prendre des pelles et donc risquer éventuellement de finir là-dessus? Je parle pas de mourir, hein, je parle juste d'avoir une telle grosse blessure que tu t'arrêtes encore 1 an, et même s'il s'arrête encore 1 an à cause d'une grosse blessure, ce que je souhaite évidemment pas, mais s'il s'arrête encore 1 an après une grosse blessure comme il avait eu à Rez il y a 2 ans, est-ce que dans 1 an il y aura un team qui voudra bien de lui? Et puis t'as la diplopie qui plane aussi. Qu'est-ce que Ducati va dire s'il plante une moto par week-end, une moto-usine par week-end? Qui coûte trop cher. Ouais. Après on verra. Hein. Moi je suis d'accord avec ça, mais même pour l'image de la marque, c'est pas ouf quoi. Non, mais après tu parles de blessure, il y a la diplopie aussi qui traîne au-dessus de lui. Enfin bon, de toute façon, je pense qu'on verra l'année prochaine ce que ça donne aussi avec l'officiel. Après, peut-être qu'il est pas du tout dans cet état d'esprit et qu'il essaie de faire bien et que juste il a pas de bol et il chute, c'est possible aussi. Hein. Et qu'il est nul. Pas sûr. On parle. C'est l'hypothèse la moins séduisante quand même. Est-ce qu'en parlant de nul, on peut parler de Morbidelli? T'es pas si nul que ça ce week-end. T'es moins nul. Regarde, j'ai dit, il est pas si nul ce week-end. Ouais. Franchement, en vrai, pour avoir quand même fait mes petites recherches, il était, à l'exception des 2 premières courses en début de saison et certaines où il était pas classé, il a toujours fini dans le top 10. Et au classement général, il est derrière Bezzecchi avec 73 points, mais ils sont ex-aequo. C'est la dernière Ducati 2023. Mais c'est pas si pire, 12e au classement général, c'est Morbidelli, on n'en attendait pas beaucoup plus. Après, on va encore me dire, oui, mais il est champion Moto2, il est vice-champion MotoGP. En tout cas, il progresse, enfin, il est pas en train de régresser, ce qui est plutôt chouette. Il y a de bon espoir de penser qu'il peut encore augmenter son niveau. Alors moi, j'espère pour lui. Moi, Morbidelli, j'ai fait une vraie réflexion sur le pilote. T'as écrit un bouquin, tu veux le vendre, c'est ça? J'ai fait une thèse et tout. Les réflexions sur Morbidelli par François. Voilà. La lumière au bout du tunnel. C'est aux éditions Filandreux. Les éditions MotoGP à peu près. Non mais au début je me faisais un avis en me disant que il a des victoires en MotoGP, il est capable de renouer avec la victoire, etc. Mais en fait, quand je prends du recul, à comparer un Zarco qui est arrivé chez Pramac, il a joué des podiums assez rapidement. Il était sur le podium assez rapidement. S'il n'était pas sur le podium, il était souvent dans le top 10. Or, là, un Morbidelli avec la moto de l'année, ça joue des top 10 et c'est un mec qui était capable de gagner à une époque sur la Yamaha. Donc pour moi, Morbidelli, vous allez voir, la réflexion était très loin. C'est plus d'actualité, c'est plus performant. Il y a quelque chose qui s'est passé avec les blessures, c'est passé dans la tête ou physiquement, mais pour moi, les blessures lui coûtent cher, lui coûtent vraiment très cher parce que je le voyais beaucoup plus haut que ce qu'il est maintenant. Mais avec une GP 2024 et la Ducati qu'il a, c'est pas normal de faire uniquement des top 10. Alors je dis pas que c'est pas bien les top 10, mais ça doit obligatoirement jouer entre 3 et 5 podiums à l'année, quoi. Mais le niveau est relevé quand même cette année. Ouais, mais... Ouais, puis ces titres, ça date de 2017-2020, hein. Enfin, comme tu dis, il s'est blessé entre-temps. Pour moi,
Après, c'est pas un gros nul, abusons pas. Mais... Ah bah oui, merci de le préciser. Non, mais parce que ça peut nous arriver de le penser, on va pas se mentir. En fait, Morbidelli et Nakagami, c'est quand même les running gags tu peux pas les mettre au même niveau, c'est pas possible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de pilotes qui sont un peu aussi à dos froide, on parle souvent de Nakagami, on parle de Morbidelli, parce que Morbidelli, il a eu une belle ascension et elle est vite redescendue. Après, encore une fois... On va parler de Mir aussi. Ouais, mais voilà, mais encore une fois, c'est comme Rins en 2021 quand il faisait que de tomber, mais nous, depuis chez nous, on ferait pas un quart de ce qu'ils font, on va pas se mentir. Mais c'est sûr, c'est sûr. Après, Morbidelli, c'est sûr que c'est pas un nul. Le gars, il a gagné en MotoGP. C'est un monstre à partir de là. Mais là, il est plus dans les attentes, il est plus dans les standards. C'est pas suffisant. Il est plus dans les standards d'un Bastianini ou je sais pas, un Marc Marquez, quoi. Il est plus dans les standards d'un Alex Marquez, quoi, pour moi, maintenant. Ouais, je suis d'accord avec toi, et il bénéficie de ce mot qu'on utilise à tort et à travers en ce moment. La mafia italienne, non, mais du passeport, en fait, c'est qu'il il est sous la coupelle de Rossi, et qu'on sait très bien que Rossi a des cartes un peu où il a envie. Après, avec son titre de vice-champion du monde, pour moi, vu ce qu'il fait maintenant, il aurait dû faire comme Pedrosa, et je l'ai même pas du tout à la même hauteur, mais en termes de palmarès, Pedrosa n'a été que vice-champion. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Donc, à voir ce que ça fera l'année prochaine. Et puis, s'il fait des résultats l'année prochaine, ça nous confirmera que la Ducati se conduit toute seule et on aura résolu le problème, quoi. Ouais, après, on critique beaucoup un Morbidelli, mais Non, commence pas à parler de... Bezzecchi, non, je m'en fous. Je vais pas t'appeler ce soir. J'avais pas prévu, mais je peux si tu veux, hein. Mais, Non, ça va. Non, je voulais parler d'un Miller, par exemple, tu vois, Là, clairement, il y a beaucoup de gens qui se mettent sur les côtes de Morbidelli en disant ouais, il a plus rien à faire en MotoGP, c'est plus un bon pilote, il est devenu nul. Alors non, il fait des top 10. Alors oui, il est pas là où on l'attendait, mais il fait quand même des top 10, donc ça reste un bon pilote. Et par contre, à contrario, un Miller qui passe entre les gouttes de partout. Bon, là, je pense qu'il va s'en prendre une ou deux s'il signe chez Pramac avec Yamaha, mais je pense que personne va le louper, mais ça reste quand même Miller, il est 15e au championnat derrière Fabio, quoi. Ouais, il y a ça, et puis je sais pas si vous regardez de temps en temps les lives de Valentin Debise en World Superbike. À un moment donné, on en parlait. C'est ma passion. Il en parlait. Ouais, c'est vraiment, si vous les avez pas regardés, je lui fais une petite pub, mais c'est exceptionnel, ces lives, c'est après les week-ends World SBK. C'est vraiment génial. Il est sans filtre, et là, il a parlé. Il passe son temps à mettre des taquets aux autres pilotes, moi, ça m'étermine. Et donc, il parlait de Miller, et il disait toute proportion gardée, parce qu'il disait, moi, je suis peut-être pas capable de faire ce qu'il fait, mais lui, ça fait 10 ans qu'il fait la même chose. 10 ans qu'il essaie de piloter une MotoGP de la même façon, alors qu'une MotoGP, ça se pilote en s'adaptant à la moto. Pas en toi, tu peux pas imposer quelque chose à la moto, c'est la moto qui va te demander d'adapter ton style, et après, vous peaufinez les réglages ensemble. Mais il disait qu'un Miller, ça fait 10 ans qu'il fait la même chose, et ça fait 10 ans que ça marche pas. Et voilà, on continue comme ça. Donc il y a même des pilotes professionnels qui le voient et qui le disent. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut tourner la page avec Miller, et il faut que ça s'en aille. Alors c'est un bon gars dans le paddock, c'est kiffant de l'avoir, il fait rigoler tout le monde et tout. C'est toujours cool d'avoir le Taxi Miller, mais Taxi Miller, voilà, prends une licence de taxi et va faire taxi. Oh la violence. On va s'arrêter là, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Au revoir. Pour une licence de taxi, celle-là on va la garder. Pas mal celle-là. Ouais. Par contre... Non mais t'as raison, je suis d'accord avec le fait que ça fait 10 ans qu'il fait la même chose, et que ça fait... Mais je m'en rappelle, moi, ça fait pas 10 ans que je suis assis qui en poule, mais sur les premiers épisodes, déjà j'entendais Cyril dire non mais Miller, il va nous faire ça pendant 10 piges. Voilà. il avait le nez fin, Cyril. Genre Miller, il gagnera jamais un championnat, il sera toujours 10-15e. Non, mais il faut faire comme Paul Espargaro. Tu prends ta retraite et tu viens faire quelques wildcards et t'es pas trop mal. Il a fait une 11e ce week-end. Moi, il m'a saoulé. Moi, il m'a saoulé. Pourquoi tu faisais pas ça quand tu roulais? Il parle trop. Ouais, mais il faisait pas ça quand il roulait parce que il fait pas 1500 tours sur le même circuit pendant 15 jours et il vient faire le week-end du MotoGP après. C'est juste pour ça. Oui, c'est clair. Il a du talent.
franchement, là, je suis un peu critique ce soir, mais il a du talent, c'est sûr. Peut-être qu'il développe bien la machine, c'est ce qu'on souhaite à KTM, mais quand tu l'entends parler en disant ouais, les tours de Pecco je les ai fait 10 fois pendant mes tests, oh frérot, redescends. Il m'énerve l'Espargaro, moi. Ouais. On va passer vite sur Espargaro. Surtout qu'il prend des places. Moi, il m'a énervé parce qu'il prend des places en Q1 là, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Voilà. Bref, j'arrête de. Passons dans le positif. Bagnaia. Ouais, Bagnaia impérial. Ah ouais, taille patron. Ouais, il a été. Bagnaia ce week-end, il a tout raflé, quoi. Tu lui enlèves la pole, mais à part la sprint et la course, il a été impérial. Ça a été vraiment une belle course. Il a été un métronome aussi sur ses chronos en plus. Enfin, c'est Pierre qui disait qu'il avait égalé du coup avec sa victoire le nombre de victoires de Kevin Schwantz. Ils sont 10e dans la liste des coureurs avec le plus de victoires en motorène. Sauf que Pecco, il est loin de la retraite, donc il a le temps de se rapprocher de Rossi et c'est un peu plus de 80 victoires au classement par contre. Mais là, ouais, Bagnaia, franchement, un régal de prendre ses feuilles chrono et de regarder la régularité du truc, c'est hallucinant. Le mec, il est trop fort. Quand il est réglé et qu'il sait ce qu'il a à faire et qu'il a pas de petites sautes de concentration, c'est un monstre intouchable. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ouais, il y a pas grand chose d'autre à dire. Ouais, et puis quand tu dis taille patron, alors ça c'est la petite stat de Pierre, rendons à César ce qui est à César, mais je l'ai trouvée ultra intéressante. Il disait que depuis Jerez 2022, Pecco fait podium lors de tous les grands prix qu'il finit sans chuter, sauf Valence 2022 où il avait la moto endommagée et les États-Unis 2024, ce qui représente sur 46 grands prix 34 podiums, 21 victoires et 10 chutes. Ouais, c'est un monstre. Il y a quand même un potentiel. Non mais autant j'avais du mal à le dire avant parce que j'étais un peu déconcertée par Pecco qui est un pilote que je trouve très lisse médiatiquement etc. Et du coup je savais pas trop quoi en penser. Et là je le vois. Pour moi il finira sa carrière au niveau d'un Marquez ou d'un Rossi à la belle époque. Tu vois. Mais 10 chutes sur 46 Grands Prix c'est pas minus. Hein. Non. Mais 20% de chute, c'est... Heureusement qu'il fait podium sur les autres, hein, parce que... Ouais. Bah, il se rattrape, quoi. Ouais. Ouais, et puis, il est... Non, parce que je réfléchissais en même temps que je regardais, parce que je découvre cette stat en même temps que tu l'as dite, que tu l'as annoncé, ouais, et je me suis concentré sur le 10 chutes, en fait, je dis, ouais, il y a entre parenthèses 21-7, ouais, ça me paraît beaucoup. Mais 34 podiums, tu vois, c'est... Mais voilà, c'est à ça, l'inverse, 34 podiums. C'est qu'il sait que soit il tombe, soit il est sur le podium, il n'y a pas trop d'entre-deux, quoi. Mais, et en plus, il montre de plus en plus de caractère, hein. Là, tu sens que c'est affirmé, il est vraiment bien installé là où il est. Donc... Mais même en interview, tu vois, il commence un peu à l'ouvrir, il commence un peu à se la ramener. Ouais. C'est marrant de le voir évoluer comme ça. Moi, je voulais parler d'un petit truc qui a un peu fait débat ce week-end, c'était le long lap de Martin en sprint. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Est-ce que c'était mérité ou est-ce que, encore une fois, faut brûler la direction de course? Parce que moi, de mon point de vue, en tout cas, c'était la réglementation, c'était la règle, c'est comme ça. Il considère qu'il a pas rendu c'est une seconde de pénalité, mais en même temps, il a quand même laissé passer un pilote. Enfin, c'est encore le moment où il y a cette petite zone de flottement pour moi qui peuvent pénaliser des pilotes et c'est pas très clair. Mais la règle est claire, il faut qu'il perde une seconde au secteur. Ouais, non, mais je sais bien, mais tu vois, il disait... lui, après, la règle est débile, hein. Enfin, en vrai, moi, je trouve que la règle est débile. Tu vas pas regarder sur ton compteur, est-ce que je perds une seconde ou est-ce que à 999 millième, du coup, il prend un long lap parce qu'il a pas laissé une seconde. Et en plus, perdre une seconde par rapport à quoi? Par rapport à son meilleur tour, par rapport à la moyenne des 5 derniers tours, par rapport... Tu fais ça sur le premier tour, comment tu peux juger qu'il a perdu une seconde sur le secteur? Je crois que c'est une moyenne de premier secteur. Il y a une histoire de moyenne de tout le week-end. Ouais, je sais pas trop comment. De tout le week-end ou uniquement réglé, ce truc-là. de la free practice 1 entre 14h30 et 14h32. Enfin, c'est vrai que ça manque de clarté. Mais moi, je pense ça manque de clarté, mais ça manque de clarté et en même temps.
c'est clair que juste laisser la place, ça suffit pas. Je pense qu'il aurait fallu qu'il laisse une place en plus. Il a pu se dire que ça suffisait. Je pense que s'il laisse les 2 places, ils vont pas trop l'embêter, pour moi. Ouais, ils vont pas refaire le calcul. Ouais. Pour moi, s'il laisse vraiment les 2 places, en plus il est capable de les reprendre derrière parce qu'il a un rythme de ouf aussi. Il y a pas de problème. Mais là, le fait qu'il se réintercale entre les deux, pour moi, c'est ça qui a fait débat et c'est pour ça que la direction de course a mis son nez dedans, à mon avis. Ouais, qui foutent des airs dans les échappatoires et puis au moins on sait qu'ils perdent du temps, quoi. C'est Kevin qui disait ça, qui disait si vous voulez pas qu'il passe dedans, vous avez qu'à mettre des cailloux de l'herbe. Moi j'avais un petit point à soulever quand même, c'est le dossier français. Parce qu'on parle, mais on n'a pas parlé de quoi. Oh non, moi je quitte cet épisode. J'ai pas envie de parler de Quartaro et de Zarco, c'est bon, vous me saoulez. Non mais ils sont trop loin, c'est dramatique, quoi. Moi j'en peux plus. Je veux changer de nationalité, les gars. Ouais. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on dise Tu veux quand même pas la nationalité espagnole comme Paul Espargaro? Non, je pense à reprendre la nationalité italienne. Ouais. Je sais commander un spritz en italien et je sais dire 2-3 noms de circuit, donc ça devrait aller pour avoir la nationalité, il devrait accepter. Oui. Non, mais je sais pas, François, tu pilotes une Yamaha, fais un truc, va expliquer à Fabio, quoi. Enfin... L'an dernier, t'avais une Honda, cette année, t'as une Yamaha, s'il te plaît, fais quelque chose, quoi. Allô, ouais, pardon. Je branchais mon PC. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Le dossier français. Vous voulez parler des dossiers français? Ouais. Ouais, Olivier disait qu'il allait quitter cet épisode, et moi je te disais, s'il te plaît, François, cette année tu pilotes une Yamaha, l'année dernière tu pilotais une Honda, va leur dire quelque chose, quoi. Écoutez, moi je critiquerai pas Zarco déjà, parce que c'est devenu mon pote. et Randy Mamola. Il m'a fait activer le Ride Eye Device de sa moto dans le box. Il m'a expliqué les différences de Ride Eye Device entre la Ducati et la Honda. Il nous a accueillis comme un roi. Incroyable. Donc, je le critiquerai pas. Il joue le jeu de la Coupe Honda. Il garde le sourire par rapport à ça. Il me parlait aussi du développement de la moto. Ce que lui pouvait apporter. Les idées qu'il avait eues, à un moment donné, il cherchait beaucoup sur l'aéro, lui a fait des demandes pour faire des recherches sur les échappements, et finalement il a eu raison puisque si vous remarquez bien, les Honda ont changé d'échappement, toutes, et ça vient d'une idée de Zarco. Donc pour moi Zarco, il garde le sourire, il garde la positivité, et puis il essaye de faire le maximum avec le matériel qu'il a. Donc pour moi Zarco, c'est honorable. Après, Quartararo, c'est un autre débat. Ah non, mais moi, je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que je suis deg pour eux. Enfin, Par contre, on note que t'as touché à des boutons sur la Honda et il finit 21ème. Peut-être bizarrement, ouais. On va se poser des questions, François. Et je suis mécanicien en plus. Non, mais c'était une expérience exceptionnelle. Franchement, l'accueil qu'il nous a donné et tout. Il nous a parlé de tout et de rien. On a pu discuter vraiment simplement et c'était vraiment le top du top. Est-ce que vous voulez que je vous donne? J'ai trop envie de vous la donner. Je vais vous donner le différence de fonctionnement entre la Ducati et la Honda sur leur Ride Eye Device. Sur la Ducati, en fait. Ouais. Alors, j'arrive pas à déceler comment il n'y a pas d'électronique là-dedans, mais il va falloir que je fasse mes recherches et que je trouve. Mais sur la Ducati, en fait, avant le virage, tu commandes à la moto quand on sort du virage, à l'accélération, elle va s'affaisser. Et après, au prochain virage, si tu veux pas que ça se répète, tu le désactives. A contrario, la Honda, quand tu sors du virage, là c'est toi qui appuies et c'est toi qui actives le Ride Eye Device. Donc voilà la différence entre la Honda et la Ducati. Ok. Ouais, ils ont tout compris chez Ducati, quoi. Après, ils disaient qu'il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Tu vois, chez Ducati, faut pas l'oublier parce que, imagine, t'es sur un virage où il y a une chicane comme par exemple à Spielberg, t'oublies de l'enlever, et ben t'arrives dans la chicane, quand tu relèves la moto pour la remettre à gauche, et ben elle se renfonce au moment où tu remets un petit coup de gaz, ça le fait pas trop, donc il fallait aussi pas oublier que tu l'avais d'activer et il fallait le désactiver. Alors que la Honda, juste le freinage, hop, il se désactivait et puis après toi tu le réactivais si t'en avais besoin, quoi. Ouais, c'est ultra intéressant. Donc voilà, des petites anecdotes comme ça. Ah, de ouf. Bah ouais, mais
C'était bien stylé en tout cas. Ah ouais, ça, j'en doute pas une Et seconde. pareil, on lui a demandé est-ce qu'il sentait une différence aujourd'hui entre un réservoir plein et un réservoir vide. Et Zarco disait que là, avec les MotoGP et la conception des réservoirs tels qu'ils sont, ils sentent pas trop de différence entre une moto pleine et une moto vide. Alors bien sûr, ils gagnent un petit peu en temps sur les chronos, ils mettront une moto plus légère. Mais eux, foncièrement parlant, sur le comportement de la moto, il n'y a pas une différence qui est huge pour eux, d'après Zarco. Il y a combien de litres dans un réservoir de MotoGP? Et ben pareil. Ça doit pas être très gros. Ça, ils ont des réservoirs pour les courses sprint, parce que vaut mieux un réservoir de 12 litres rempli à fond, plutôt qu'un 20 litres rempli à 12 litres. Bah oui, sinon ça a bougé Exactement. dedans. Donc ça c'est pareil, il nous a montré les différents réservoirs qu'ils avaient et tout, donc c'était super cool. Et puis voilà. Putain, très stylé. Ouais, ultra stylé. Et après. C'est bien parce que t'auras flex du début à la fin. Je l'ai calé, je suis trop content. De ouf. Et bah on peut rien ajouter à ça, quoi. Bah après, si vous voulez faire un petit commentaire sur Quartararo, on peut. Hein. Non, franchement, moi je suis juste dépité, j'ai rien à rajouter. Pareil, Non, c'est dur, ouais, c'est dur. Je noterai juste le point qu'Olivier a dit sur les courses, c'est qu'en ce moment, en effet, dans la FPECO, Martin, Bastia et Marquez, il se passe pas grand chose sur le week-end et c'est un peu frustrant. T'as Acosta qui nous met un peu d'ambiance. Je sais pas qu'il se passe. Ouais, mais Acosta, il se bourre, quoi. Enfin, n'ouvrons pas le dossier Acosta, aujourd'hui parce que je pense que il est en saison de rookie et qu'il a encore du chemin à faire et que même s'il a fait un très bon début de saison, il faut lui laisser quand même un temps d'adaptation, mais je pense que dans 4-5 courses, si c'est encore ça, on va pouvoir en parler. Non, mais par contre, ce week-end, je pense qu'il s'est fait peur, hein. Enfin, son visage était très fermé, encore plus que d'habitude, je trouve. Bon, affaire à suivre. Il apprend encore, hein, il apprend beaucoup et faudra voir ce que ça donne quand il va passer dans l'équipe officielle, mais c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi il était retourné en piste avec une moto aussi abîmée en prenant le risque de la pousser à fond et de refaire un freinage de ouf alors qu'il avait bien refroidi au niveau des pneus. Oui, puis c'est Danilo ou Depugné, je sais plus, qui disait que c'était ultra dangereux parce qu'il perdait des morceaux de son carénage. Oui, bon encore ça je te dis, les pilotes ils y pensent même pas. Par exemple, au Mans, on a relevé une moto I, le mec il avait plus de repose-pied. Du coup, nous on avait dégoupillé la goupille qui désactive la moto électroniquement et il nous avait engueulé. Ouais, moi je veux repartir. Nanana. Mais gars, t'as plus de cale-pied. Tu veux rouler comment? Et on s'est fait engueuler, on s'est fait pourrir par le pilote. Ah, ils ont l'adrénaline à donf. Parce qu'ils sont sous adrénaline à donf. Donc les mecs, quand ils relèvent la moto, ils sont dans la voie des stands, ils ont envie de refaire un tour. Et sous adrénaline, ils réfléchissent même pas à ce qui va pas sur la moto. Si le guidon il est droit et il y a des repose-pieds, t'inquiète pas qu'ils vont mettre gaz, hein. Et c'est quand il va falloir appuyer sur le repose-pied pour prendre le virage qu'ils vont dire ah merde. Et voilà, c'est ça. Y a rien là. Donc ouais, j'ai pas trop compris pourquoi il a pris ce risque là, surtout que elle a coûté cher celle-ci, je pense. Ouais, probablement. Un dernier fun fact pour terminer, si vous le voulez bien. La victoire de Bagnaia est la 9e de Ducati au Red Bull Ring, ce qui fait que ce circuit est le circuit avec le plus de victoires de Ducati. Voilà, juste devant Lusail, avec 8 victoires de Ducati. Merci à qui a mis ça sur le conducteur. C'est sans doute Pierre, moi. Non, c'est moi. Okay. J'étais en train de dire, tu dis merci, rapport à quoi? Bah, merci de l'avoir mis. À noter aussi que de la première à la 13e place, c'est que des motos européennes. Principalement italiennes. Oui. N'hésitez pas à demander la nationalité italienne. Ouais. Ducati. Eh ben merci, je vous propose de conclure du coup. Bah ouais, allons-y. Eh ben c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve à la fin du mois pour le GP d'Aragon. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Discord pour parler de moto. Ophélie, François, c'était un plaisir de faire cet épisode avec vous. À très bientôt. À plus, merci Olivier. Salut. Merci, salut à tous, ciao.